Bonjour à tous, bienvenue donc pour la deuxième édition de Planet Sport version podcast. Cette semaine, on a au sommaire la Coupe du Monde de basket féminin qui s'est terminée. On a les championnats du monde de vélo dont on avait fait la preview la semaine dernière et qui se sont déroulés ce dimanche avec la victoire de Valverde. Et on a aussi du top 14 avec Clermont qui est en feu sur ce début de saison. Ensuite, on va faire un petit débat sur l'avenir de Jimmy Butler en NBA puisque c'est le gros dossier free agency en ce moment outre-Atlantique. Et enfin, dans les présentations des événements de la semaine prochaine, on a de la Formule 1. Guillaume va nous parler de Formule 1 et du foot avec de la Ligue des Champions et en particulier un club qui attire l'attention en ce moment, c'est Manchester United. Du coup, on va être trois cette semaine. Avec moi, il y a Guillaume Salut. et Pierre-André. Il est là, Pierre-André. Oui, Oui. Oui. très bien. Super. Alors, Guillaume, je te laisse démarrer avec ton actu basket, la Coupe du Monde féminine. Voilà, donc l'actu basket de la semaine, c'était la Coupe du Monde féminine qui avait lieu en Espagne. Donc victoire finale des Américaines comme on l'attendait, mais moi je vais plutôt vous parler de l'équipe de France qui euh, qui a eu une phase de poule qui s'est globalement bien déroulée avec, comme je l'avais dit la semaine dernière, une victoire facile face à la Corée. Ensuite, une victoire accrochée contre la Grèce et une défaite face au Canada où on avait battu les Canadiennes en préparation. Et donc là, elles sont tombées, ce qui fait qu'elles sont terminées deuxième du groupe. Donc cette deuxième place leur impose de jouer un barrage face à des Turcs. Le barrage était très bien géré, une victoire d'une note. Et en quart de finale, elles se sont retrouvées face à la surprenante équipe belge, euh, qui, si je dis pas de bêtises, c'est sa première participation depuis très longues années pour l'équipe féminine belge à une Coupe du Monde, qui est pardon. Ces Belges avaient fini première de leur groupe, où se trouvait notamment l'Espagne, le pays hôte. Et c'est pas compliqué, elles ont roulé sur les Françaises. Elles ont fait un véritable clinique de basket, elles ont donné des leçons de basket collectif face à une équipe de France qui a jamais été en rythme, qui a toujours couru derrière le score, qui a fait un gros push en fin de troisième quart-temps. On a cru qu'elles allaient pouvoir se relever. Elles sont passées de moins 27 à moins 7, il me semble. Et malheureusement, après, on laisse beaucoup trop de jus sur ces phases-là et les Belges ont pu refaire un écart de 20 points. Et donc au final, après les matchs de classement, c'est une cinquième place qui a un peu un goût amer au vu du groupe. Et Valérie Garnier, donc la sélectionneur, va sûrement devoir changer de style de jeu avec la nouvelle génération qui arrive, parce que là, il y avait encore la cohabitation entre l'ancienne génération, où on retrouvait Sandrine Gruda, Andy Billem, etc. Sarah Michel aussi. Et de l'autre côté, l'arrivée des jeunes pousses qui sont pleines de talent, Marie Johannes, Olivier Poupa, Alexa Chartereau, des vraies jeunes joueuses qui sont plus dans le basket moderne à vouloir courir, alors que là où Sandrine Gruda avait tendance à arrêter des attaques, donc il serait pas étonnant que sur les prochaines compétitions, on voit l'équipe de France jouer bien plus vite pour pouvoir justement utiliser au mieux les qualités de cette nouvelle génération avec comme joueuse étendard Marine Johannes qui en attaque qui est digne de Stephen Curry. Alors moi, pour ma part, je vais vous parler du championnat du monde de vélo. Donc il avait lieu toute cette semaine et plus particulièrement dimanche avec la course en ligne messieurs qui avait lieu donc en Autriche à Innsbruck. On attendait vraiment beaucoup de cette équipe de France avec les trois fers de lance qui étaient Thibaut Pinot, Romain Bardet et Julien Lafilippe. Et d'un certain côté, on peut dire que on peut être déçu parce que cette équipe peut-être avait la possibilité de finir première et de remporter ce titre. Mais non, c'est Alejandro Valverde qui, dans la montée finale, a réussi à suivre le rythme imposé notamment par Romain Bardet et qui après au sprint arrive au sprint avec trois autres coureurs dont Romain Bardet et Tom Dumoulin. Il a réussi à on le savait plus rapide et il a réussi à les déposer sur la ligne. Donc Alejandro Valverde à 38 ans devient champion du monde après avoir fait de nombreux podiums. Donc c'est une belle chose pour lui. Romain Bardet finit deuxième. Je pense qu'il peut nouer des regrets en étant si proche de la première place, mais c'est quand même une bonne satisfaction d'avoir un Français sur le podium. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Et Julien Alaphilippe, celui qui était vraiment
nommé comme un des grands favoris avec Valverde. Dans ce parcours, je rappelle, très très sinueux et très pentu, avec notamment de nombreux cols répétés plusieurs fois. On attendait Julien Alaphilippe, qui est réputé comme l'un des meilleurs punchers du monde. Et lui, il a été victime de crampes dans la dernière montée. Donc, il n'a pas pu suivre le rythme imposé par les cadors. Et donc, du coup, c'est Romain Bardet qui a saisi sa chance, devait avoir le rôle d'équipier de luxe de Julien Alaphilippe avec Thibaut Pinot. Romain Bardet a réussi à saisir sa chance. Il a fini deuxième au sprint. Et Valverde a fini premier. Une satisfaction quand même pour l'équipe de France, je pense, ces mondiaux à Innsbruck. Belle course, en effet. Voilà, j'en profite pour compléter un petit peu ce que tu dis. C'est vrai que on pouvait avoir juste des petits doutes par rapport au fait qu'il y avait plusieurs leaders dans cette équipe de France qui pouvaient prétendre au titre et qui ont très bien travaillé ensemble. Finalement, Thibaut Pinot a fait l'équipier modèle. Donc c'était une belle course et un grand coup de chapeau à Valverde qui gagne à 38 ans quand même, c'est assez impressionnant. Après avoir, je crois, 6 médailles ou quelque chose comme ça en championnat du monde, donc une carrière assez fantastique qui devrait bientôt se terminer pour lui parce que là il a l'accomplissement suprême quoi. Il aura le maillot arc-en-ciel pendant un an. Donc c'était Oui, je pense alors qu'il y a des chances oui qu'il risque de peut-être se retirer à la fin de la saison avec son maillot arc-en-ciel. C'est pas mal, quand même, comme pour ouais, partir à la ouais, retraite. je pense aussi ouais c'est ça. Mais ouais, grand champion. Et puis Et franchement, juste on était tous contents pour quand on voit que l'image qu'il a dans le cyclisme, c'est l'ambassadeur parfait au niveau mondial du cyclisme professionnel. après bon il a eu ses 2 ans de l'affaire de Puerto aussi quand même. Il faut pas oublier qu'il a été suspendu comme dopage pour dopage comme 80% voire 90% des cyclistes de sa génération malheureusement. Mais enfin bon. Mm. Si on met ça de côté, c'est une belle victoire et c'était une belle course, même si on aurait pu s'attendre à ce que ça parte peut-être de plus loin. Je pense que le dernier col a tellement fait peur à tout le monde que, voilà, d'ailleurs, beaucoup n'avaient pas les jambes, hein. Quintana, Nibali, Lopez, qu'on attendait beaucoup mieux, n'ont pas pu suivre finalement. Ouais, c'est vrai. Mais en Voilà. même temps, ce col Donc ça, était c'était pour impressionnant. le championnat du monde de cyclisme qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière. Moi, je vais vous parler un petit peu de rugby et du top 14 avec Clermont notamment, qui est en tête, qui caracole en tête du top 14 avec 5 victoires en 6 matchs et la dernière retentissante contre Toulon, qui est dans une très mauvaise passe et qui a pris une défaite avec le bonus à Marcel Michelin. En plus, c'est vrai que Clermont a gagné 3 de ses 5 matchs avec le bonus. Enfin, c'est un énorme début de saison. Ils leur ont passé encore 4 essais ce week-end. Et pourquoi j'ai particulièrement envie de parler de Clermont, c'est parce que je pense que cette réussite actuelle, elle a de belles conséquences pour l'équipe de France, parce que en fait, quand on regarde les lignes arrières de l'ASM, on a potentiellement la charnière avec Para Lopez et la ligne de trois quarts qui était alignée contre Clermont, c'était Grosso, Fofana, Lamela et Penaud, évidemment, qui était décalé d'ailleurs à l'aile, alors que d'habitude c'est plutôt un trois quarts centre. Mais tout ça, c'est des joueurs qui sont potentiellement titulaires avec le 15 de France et qui sont en train de mettre en place des automatismes exceptionnels là, avec les jaunards comme on les appelle. Et moi, ça me donne un peu d'optimisme par rapport aux derniers mois très compliqués, pour pas dire catastrophiques, des Bleus, qui, avec cette ossature clermontoise, vont peut-être retrouver des couleurs. Alors, il y a d'autres joueurs comme Ficou qui fait un excellent début de saison qui pourraient prétendre à la sélection, mais le fait que ceux-là que j'ai cités aient des automatismes, comme on le voit, ce qui a fait la réussite aussi, par exemple, de l'Irlande avec la province du Leinster, etc. S'il y a une franchise, une équipe en France qui développe un rugby aussi exceptionnel que c'est le cas actuellement, et qu'elle peut porter l'équipe de France, eh ben je valide et ça me fera très très plaisir. Donc on va voir si clairement on pourra continuer sur cette voie-là, mais c'est en tout cas maintenant les favoris, les favoris pour le titre. Donc si tout le monde est toujours là, on va pouvoir passer au débat entre guillemets. Yes. Le Oui. sujet de la semaine, c'est Jimmy Butler. Guillaume, je te laisse commencer.
Ouais, alors je vais faire un petit rappel de la situation. Jimmy Butler a demandé un trade il y a une dizaine de jours, donc juste avant le training camp, vraisemblablement parce qu'il s'entend pas avec ses coéquipiers plus jeunes, notamment Andrew Wiggins. Donc en parallèle de ça, 2 jours plus tard, Karl Anthony Towns signe le Supermax extension. Et en fait, on se retrouve dans la même situation que Kawhi Leonard 4 ou 5 mois plus auparavant, c'est-à-dire qu'il reste 1 an de contrat à Jimmy Butler, donc cette saison 2018-2019, avant de venir tester le marché des agents libres. Donc voilà la situation aujourd'hui. On va résumer ce que voudrait Minnesota, c'est dans le monde le plus parfait, il demanderait un tour de draft, un contrat expirant. Donc ça, c'est pour faire. Donc le contrat expirant, c'est pour matcher le contrat de Jimmy Butler, forcément. Et ensuite, un All-Star ou un jeune à fort potentiel, un peu qui se trouvait en fait dans l'échange entre les Spurs et les Raptors pour autour de Kawhi Leonard, où les Spurs ont récupéré un All-Star en la personne de Mar DeRozan, un jeune à développer en la personne de Jacob Poeltl et un tour de draft, mais assez bas. Le problème, c'est que, à mon sens, les Wolves n'auront jamais ça, tout simplement parce que Jimmy Butler est moins bon que Kawhi Leonard. Oui, oui. Bah, franchement, je suis plutôt d'accord avec toi. Les Timberwolves là enfin demandent beaucoup. Après, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que je veux dire le joueur ne ils sont dans une position où ils sont un peu dans la merde, c'est que le joueur veut partir. C'est pas comme si ils essayaient de vendre discrètement leur joueur à droite à gauche et là ils peuvent demander beaucoup. Là le joueur veut partir donc forcément sa valeur sa valeur descend et sa valeur est moins importante qu'à un autre moment de la saison. Avec un Mais, joueur qui veut partir, qui est pas prêt à jouer pour cette équipe, ça veut dire que il faut qu'il parte et il partira avant le début de la saison. Donc ça joue aussi contre les Wolves et je pense vraiment pas qu'ils arriveront à choper tout ce qu'ils demandent là. mais c'est difficile pour Minnesota parce que le timing est compliqué, comme tu le disais. Et surtout qu'en fait, là, on est rentré dans la période du training camp où donc chaque équipe fait sa rentrée et est en train de finaliser son effectif avec les derniers contrats, les 14e et 15e joueurs, notamment. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu la période lune de miel en NBA. C'est-à-dire que toutes les équipes pensent qu'elles ont une chance d'aller en playoff et elles n'ont pas envie de faire beaucoup de changements. Et l'autre point clé de ce dossier, c'est aussi qu'il y a impossibilité d'échanger les joueurs signés cet été avant la mi-décembre. Et ça, Ouais, c'est c'est vrai. problématique parce que cet été, il y a peut-être, enfin, donc là, l'été 2018, j'entends, il y a peut-être la moitié de la ligue qui a dû signer un contrat. Ouais, c'est vrai que ça supprime beaucoup d'options. Ouais. Donc, on peut faire un point sur les équipes intéressées. En premier, Mm. il y a les Nets de Brooklyn. Euh, Après, donc, il y a les Rockets de Houston, le Heat de Miami, les Clippers de Los Angeles, les 76ers de Philadelphia et les classés par ordre plus ou moins d'importance et de chance d'échange. Ouais. Après, ce qu'il faut qu'on précise, c'est que Jimmy Butler a annoncé, en tout cas il a annoncé, qu'il serait capable de prolonger avec 3 équipes. Si on le trade aux Knicks, aux Clippers et aux Nets, il serait prêt lui à prolonger directement pour que cette équipe là se retrouve pas un peu comme un con à la saison prochaine. C'est ça. Après, est-ce qu'il le fera pas avec d'autres équipes? On ne le sait pas. En tout cas, il a assuré qu'il le ferait pour ces 3 équipes-là. C'est ça. Donc, enfin, là, sur les 6 équipes que j'ai citées, qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce qui vous pensez qui peut se faire le plus et qu'est-ce qui a le plus de sens? Vas-y, Si Mathieu. je peux commencer, je vais démarrer par ce qui me motive le moins. Vas-y, dis-nous tout. Moi, il y a un nom que je trouve très bizarre là-dedans, c'est Houston, parce que il y a déjà pas de banc à Houston. J'entends que l'échange va se faire autour d'Eric Gordon, et alors là, par contre, enfin pour moi, je vais pas dire que c'est perdant-perdant, parce qu'évidemment, si c'est un échange sec pour Houston entre récupérer Butler à la place de Gordon, c'est l'affaire du siècle. Mais enfin, vous allez pas me faire croire qu'on peut faire un échange Gordon-Butler comme ça. Alors là, Minnesota est ruiné, quoi. Donc, Non, ça se s'il fera faut pas juste rajouter avec 15 Eric pièces, Gordon. s'il faut rajouter 15 pièces autour, après Houston, ils auront plus de banc, quoi.
Bah, c'est compliqué pour Houston. Du coup, je suis d'accord avec toi. Houston, en fait, connaît une intersaison qui est compliquée. Ils ont perdu Trevor Ariza et Luke Mbamute cet été, qui étaient quand même deux pièces importantes dans le système défensif de Mike D'Antoni, qui a fait douter les Warriors jusqu'au bout en les poussant à un 7e match en finale de conférence. Et donc le banc et la défense s'est amoindri. Certes, ils ont récupéré Carmelo Anthony, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il jouera sur le banc? Est-ce qu'il sera titulaire? Mike D'Antoni ne le sait pas encore non plus. Vraisemblablement, il devrait commencer la saison titulaire pour une question d'ego. Rapidement, Tucker pourrait prendre sa place dans le 5. Mais sûr qu'après, si on rajoute à ce mix notre ami Butler, Jimmy c'est Butler, compliqué. on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec ça que ouais, pour moi, on devrait carrément directement les enlever de la liste aussi. Enfin, genre, j'ai pas envie que ça là-bas non plus. Après, moi, il y a deux équipes, mais allez, on va dire trois, où j'aurais vraiment envie de le voir. D'abord, c'est les Clippers, parce que je suis fan des Clippers et pour moi, ça pourrait être intéressant de reconstruire autour de Jimmy Butler. C'est le genre de joueur qui va attirer une équipe. Après, contre qui? Si tu viens de préciser que avant mi-décembre, on peut pas trade ce qu'on signé, on pouvait penser à trade Bradley parce que c'est à peu près le même genre de joueur en beaucoup moins bon évidemment, mais c'est un chiffre qui peut apporter quelque chose à Minnesota. Mais Bradley, il est pas intransférable puisqu'il vient de re-signer. On peut penser peut-être à trader Lou Williams à la rigueur, des choses comme ça. Il y a l'avantage aussi aux Clippers, c'est qu'il y a les deux petits rookies là, Jérôme Ouais, il faudra Robinson lâcher des rookies, c'est ce que je voulais dire. Ouais. et SGA là, qui sont une bonne monnaie d'échange quoi. En lâchant un des deux et un contrat type Lou Williams ou quelque chose comme ça, avec un tour de draft par exemple, ça peut être jouable. Je pense que ce serait pas un deal, ce serait pas envisageable du côté de Minnesota si si on leur met sur la table Lou Williams, un rookie et un tour de draft. Je sais pas trop comment est-ce que ça fait niveau salaire. Je pense que ça match très difficilement. Ouais, Après, j'ai peur de voir les montants de Lou Williams ou Avery Bradley. Je pense que ça match difficilement, mais après, c'est une histoire de sous, ça se règle assez facilement. ouais, voilà. Peut-être une trade enfin, je dirais une trade d'exception ou quelque chose comme ça peut encore être faisable. Après, c'est vrai que Jimmy Butler, je crois pas, il a pas un si gros salaire que ça. Ça va tourner autour Il de, est à 20 et quelques, entre 20 et 25 millions. ouais, voilà. Je crois même plus autour de 20. Hein. Et si je me rappelle bien, je crois qu'il doit y avoir Avery Bradley, il doit être à 12 millions et Lou Williams à 7 millions, quelque chose comme ça. Donc, c'est compliqué L'autre franchise de alors? mettre. Les autres franchises, ouais, voilà. Excusez-moi. Moi, j'aime bien les Knicks parce que j'aurais envie de voir ce que ça pourrait faire un trio avec Nikola Porzingis et Jimmy Butler. Ça pourrait vraiment redorer le blason des Knicks. Ouais, mais ça, par contre, je tempère tout de suite ça se fera sûrement pas. Le front Ouais, office a oui, clairement annoncé qu'il voulait pas échanger de jeunes joueurs cette année, qui est une oui, condition non oui. négociable pour Minnesota, donc je pense que les Knicks sont oubliés. Ouais. Et après, j'aimerais bien aussi voir par exemple, peut-être par exemple Philadelphie. Ça pourrait vraiment être la pièce qui manque dans leur archétype. Je veux dire, en décalant un Redick en sixième homme et en mettant Jimmy Butler à la place, ou en Ouais, je tradant suis pas Redick ou fan je ne non sais pas plus parce comment, que pour moi c'est avec pas quel flash quoi. montage. Ça pourrait être moi j'aimerais vraiment bien le voir là-bas et un trio Simmons, Butler, Embiid avec Moi je Markel pense que Fultz qui sort du pour banc. pour Philadelphie c'est compliqué aussi parce que Ça me qu'est-ce que plairait tu peux d'avance lâcher? sur le papier. Mais après, qui est-ce que tu perdrais? Je sais pas Ouais, trop. c'est ça. Qui est-ce que tu lâches? S'il faut lâcher, je sais pas, quels sont les noms comme Ben Simmons, si on te prend Ben Simmons, même si c'est Saric ou je ne sais quelle autre pièce, pour moi, Philadelphie a construit maintenant avec son process et tout, et je suis pas sûr que rajouter Butler à Philadelphie, euh, ça soit vraiment très judicieux. Enfin voilà, ça sera à voir. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Ouais. Et Guillaume, ton avis? Ouais, moi aussi, enfin, Philadelphie, c'est compliqué. Surtout que Philadelphie, en fait, c'est le même problème qu'il y a Boston, en fait, chaque fois qu'ils essayent de monter un trade, c'est qu'on sait que Philadelphie a beaucoup d'atouts, que ce soit un nombre de tours de draft incroyable et des jeunes qui sont pas encore dans des contrats importants, ce qui fait que les équipes sont très vite gourmandes. Et c'est vrai que lâcher un Ben Simmons, c'est inenvisageable. Joel Embiid, on n'en parlera même pas.
Alors après, Saric, est-ce que Saric est du niveau de Butler? On n'en est pas là. Il faudra quand même attacher quelqu'un d'autre. Saric plus Fultz, ça me paraît encore trop léger et pas assez de garantie par rapport à Butler. Et ça fait Saric aussi que sur Reddit. et après ça casse aussi peut-être l'alchimie qu'il y a au sein de cette équipe. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vais rapidement parler des Nets et du Heat, du coup, on n'en a pas parlé du tout. Ouais. Alors les Nets, très clairement, ça serait un peu casser cet abat de joueurs qu'ils ont fait depuis 3 ans, depuis que Sean Marks a repris l'équipe en fait. Casser cet abat de joueurs pour récupérer donc ici un gros joueur qui retournerait donc sur le marché new-yorkais. Et après, le but c'est de faire domino l'été prochain parce qu'ils auront de la place dans le cap pour en 2019 ramener un copain pour Jimmy Butler et essayer d'aller chercher les playoffs qui les fuient depuis quelques années maintenant. Et le hit, c'est culturel en fait. On connaît l'appétit de pas être réglé pour les stars. Il a réussi à faire venir LeBron James, il a réussi à garder D-Wade. Mais enfin, il est toujours habitué à faire des gros coups pas de réglés. Il n'aime pas trop se reconstruire par la draft. Après, l'effectif de Miami est pas si intéressant pour lui, mais on sait jamais. Voilà, Miami est capable de tout. Pat Riley est un fantastique président général manager. Donc, donc toujours à surveiller. Mais je suis pas aussi certain que toi, PA, que le deal soit fait avant le début de la saison. Ça peut Ah être ouais? très très long. Mais donc, dans ce cas-là, on verrait pas Butler parce qu'on est d'accord qu'il rejouera jamais avec Minnesota, là. Bah, ça peut être très long. Il y a plusieurs scénarios. Il peut rejouer. Déjà, il participera pas au training camp, ça c'est certain, parce que c'est sa façon de faire pression. Après, si c'est trop long, soit il dit qu'il joue pas, il dit qu'il est blessé, et dans ce cas-là, ça va à peu près à tout le monde, qu'il viendra pas jouer, et là, il y a une sorte de période moratoire de 30 jours qui se met en route, et le syndicat des joueurs ensuite fera des choses. Euh, Après, il peut très bien décider de venir rejouer, prouver sa valeur, refaire monter sa cote et voir ce que ça donne. Mais c'est un peu cette situation floue où ça va pas non plus. C'est très long en fait à mettre en route un deal comme ça. Surtout que là, les dernières rumeurs, ça tourne aussi sur un échange à 3 équipes. Et pour un échange à 3 équipes, sachant que du côté de Minnesota, le propriétaire s'implique énormément. Il suffit que la troisième équipe soit Sacramento, où là aussi le propriétaire s'implique énormément. Il faut que les front office soient d'accord, mais il faut que les propriétaires soient d'accord. Ce qui fait qu'il y a un nombre de pièces mis en jeu qui est important, et ce qui fait que c'est très long d'obtenir des trades et des accords sur ces joueurs-là qui sont des joueurs majeurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On On verra. mettrait quand À même suivre. Affaire à suivre. ouais, on mettrait quand même les Nets et le Heat en pole position, peut-être? Bah, ouais, je sais pas. Sur ce dossier, je suis assez dubitatif. Le hit, comme je disais, culturellement, c'est capable de tout. Euh, les Clippers s'offrent aussi parce que pareil, là aussi, Steve Ballmer est quand même assez intéressé. Moi, je mettrais de côté les Rockets, les Sixers et les Knicks pour regarder les Nets, le Heat et les Clippers. Ok, bah, c'est un bon résumé de la situation. C'était notre débat du jour, entre guillemets. Et maintenant, on va donc passer à l'actualité de la semaine à venir. Guillaume, je te laisse commencer avec la Formule 1, je crois. Donc, je vais faire une infidélité au basket pour vous parler de l'autre sport que je suis avec grand intérêt. C'est la Formule 1. Donc il y a eu le Grand Prix en Russie ce dimanche avec la victoire de Lewis Hamilton qui a pris 50 points d'avance au championnat avec 5 courses restantes et donc on a la chance d'avoir un Grand Prix dès dimanche prochain au Japon. Il faudra se lever tôt, c'est 7h10 la course dimanche sur Canal+. Mais avec 5 courses restantes, Ferrari va devoir tout donner pour pouvoir continuer à croire au titre. Et donc ça va être très intéressant à la fois les qualifications et à la fois la course de dimanche de voir la réaction de Ferrari qui a pas du tout été au niveau sur les derniers Grands Prix et qui petit à petit est en train de perdre le championnat. C'était donc la page Formule 1 et on va parler maintenant un peu de foot pour conclure. Ligue des Champions cette semaine, mardi, mercredi. On commence mardi avec Lyon pour les clubs français. Mercredi, ça sera Paris et Monaco. Péa, tu veux dire un petit mot? Bah, ça va être un match bizarre à suivre pour Lyon, pour nous, parce que ce sera donc à guichet fermé. À huis clos. Donc du coup, ben Lyon, enfin, c'est bizarre un match, c'est toujours bizarre un match comme ça, je pense. Mais Lyon a techniquement et ce match contre le Shakhtar, je pense que ça pourrait leur faire du bien de. Excuse-moi, d'avoir- c'est hors d'Ukraine. Non, Non, c'est en France. à Lyon, C'est à mais à huis Lyon. clos. Ah, sérieux?
Ah, ouais, tu vois, mais c'est comme si c'était en terrain neutre. Je veux dire, c'est à Lyon, mais il n'y a pas de supporters, donc c'est un match vraiment bizarre. Je veux dire, on peut pas Ah non, dire donc c'est pas un guichet fermé, c'est à huis clos, pardon. Oui, voilà, huis clos. pardon. Donc voilà, c'est à huis clos suite aux sanctions de l'UEFA de l'année dernière, je crois. Donc du coup, ce sera un match bizarre à suivre, je pense. C'est toujours rigolo à suivre ces matchs à la télé. Et Lyon doit gagner ce match parce que techniquement c'est le plus faible du groupe, le Shakhtar. Donc on verra. Après, le Shakhtar c'est toujours une équipe jamais évidente à jouer. On verra, mais techniquement Lyon Paris à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade. S'ils gagnaient pas celui-là, franchement, ils en gagneront pas un de l'été de cet automne en Ligue des Champions. Donc vraiment Paris doit gagner et avec la manière. On attend vraiment ça de Paris aujourd'hui, surtout avec ce qu'ils font en Ligue 1 en ce moment. Et après Monaco, bah écoute, s'ils arrivent à se redonner confiance en Ligue des Champions contre le Borussia à l'extérieur, donc au Borussia, s'ils arrivent à faire un petit match, je veux dire que c'est du bonus pour les Ligue des Champions cette année, surtout quand ils sont en difficulté en Ligue 1. Je pense qu'ils vont aller là-bas en essayant de tout donner et ça se trouve ils peuvent faire un résultat, ils en sont capables, je pense. Même si j'y crois pas trop mais ce serait vraiment bien pour eux qu'ils arrivent à se redonner un peu de jus, de morale en décrochant peut-être un match nul, quelque chose comme ça. On Ouais, verra. je te trouve assez positif sur Monaco. Moi, je pense que ça Oui, va être très oui. compliqué pour eux d'aller à Dortmund et que ils sont en plein chemin de croix et j'ai peur qu'ils continuent à Non, non, creuser en mais perdant ces matchs très compliqués à jouer en Ligue des Champions. je suis d'accord avec toi. Hein, ça m'étonnerait même pas qu'ils perdent, mais je veux dire, ils peuvent, vu qu'ils ont rien à jouer en Ligue des Champions, ils peuvent voir cette compétition comme un truc qui pourrait leur redonner du moral et leur redonner un second souffle, quoi. Dont je voulais parler pour embrayer. Et pour conclure ce podcast, c'est Manchester United qu'on va particulièrement observer contre Valence cette semaine Mm. parce qu'ils sont dans un groupe compliqué. Hein. Je rappelle la Juve et Valence avec eux. Bon, je laisse les Young Boys de Berne de côté. Ils Ouais. ont heureusement pour eux bien commencé en allant gagner en Suisse. En revanche, ils sont en pleine crise en championnat. 10 points en 7 matchs. Le pire début de saison depuis David Moyes, l'égalité avec David Moyes, c'est-à-dire la première saison après Ferguson. Ils ont perdu contre West Ham ce week-end et la crise c'est Mourinho tout simplement. J'avais déjà écrit un article là-dessus. J'invite ceux qui sont intéressés à aller le lire dans la rubrique football championnat européen sur le site. Mais en tout cas là, j'ai l'impression que Mourinho est clairement au bout du rouleau, ou plutôt Manchester est au bout du rouleau à cause de Mourinho. Les dernières rumeurs que j'ai entendues là aujourd'hui disent que potentiellement il pourrait sauter plus tôt que prévu, c'est-à-dire dans les jours, les semaines à venir, si la série négative continue. Mais en tout cas, même s'il gagne quelques matchs, j'y crois plus du tout. Il a cassé tous les liens avec son groupe, récemment avec Paul Pogba, qui l'a destitué du statut de vice-capitaine. Il a déglingué Phil Jones et Eric Bailly cette semaine. Je rappelle que Manchester a perdu, éliminé en Coupe de la Ligue anglaise par Derby County au tir au but. Il a dit dans la presse, à partir du moment où j'ai vu que Jones et Bailly allaient tirer, je savais que ça allait être compliqué de gagner. Enfin, c'est des déclarations absolument hallucinantes venant d'un entraîneur. Je comprends même pas qu'on puisse dire un truc comme ça. Et pour moi, ça va dans le Mm. contexte du marasme de Manchester et de Mourinho qui fait n'importe quoi, comme à chacune de ses troisièmes saisons dans les clubs où il passe. Donc, je suis très pessimiste sur l'avenir de United et de Mourinho. Et à voir cette semaine comment ça se passe. Déjà en Ligue des Champions puis en championnat. Est-ce que les dirigeants vont pas précipiter le départ de Mourinho? C'est pas impossible selon moi. C'était donc là-dessus qu'on conclut le podcast. Donc c'était le deuxième Planet Sport de cette nouvelle version en forme de podcast. Il y en aura de nombreuses suivantes à venir encore, à retrouver sur le site, sur YouTube, sur SoundCloud, etc. Et je vais remercier Guillaume et PA d'avoir été avec moi pour ce podcast. Et on va se quitter. On va vous souhaiter une bonne écoute et puis en espérant vous revoir bientôt sur CPI Sport. Salut! À bientôt. Merci à vous. Ciao.